Un soldat est rentré chez lui et a racheté une vieille ferme pour seulement $1. Mais au moment où il a mis les pieds à l'intérieur, il est resté figé, sans voix. Quand une petite fille est apparue et l'a appelé « Papa ». Il n'avait jamais eu d'enfant. Sa femme était partie et n'avait laissé ni mot, ni explication. Pourtant, cette petite fille vivait seule dans la maison couverte de poussière, serrant un ours en peluche déchiré et tenant un certificat de naissance à son nom. Que s'était-il passé pendant toutes ces années d'absence, et qui avait caché une vérité si dévastatrice? Le vent de fin d'été balayait le champ de foin brûlé, emportant avec lui l'odeur de la terre, du bois pourri et une nostalgie douce et douloureuse. Ethan Callahan, 45 ans, était assis dans son vieux pick-up, les mains fermement posées sur le volant, tandis que le crépuscule déclinant filtrait à travers le pare-brise. Un vide suintait de sa poitrine, s'infiltrant dans tout son être. Un vide que seule la guerre, la perte et 8 ans d'exil pouvaient laisser derrière. Autrefois, il avait tout, un foyer, une femme qu'il aimait plus que tout, Caroline, et le rêve d'un avenir simple et paisible. Mais tout cela s'était transformé en cendres après cet appel téléphonique, celui qui lui avait appris que Caroline était décédée dans un accident quelques jours seulement après son déploiement. Il n'était pas rentré à temps, pas pour entendre ses derniers mots, pas pour retenir le moindre fragment de la vie qu'ils avaient bâtie. 8 ans plus tard, Ethan était de retour. Pas de famille, pas d'adresse où envoyer ses souvenirs, juste une paire de mains calleuses et un espoir fragile de trouver un coin de terre où il pourrait passer le reste de ses jours en paix. Et puis, peut-être par destin, il s'est retrouvé dans la petite ville de Havenwood, où, dans un bureau immobilier en bord de route, un nom étrange a attiré son attention, la ferme Carter. M. Granger, l'agent mince aux cheveux argentés, a fait glisser un dossier épais sur le bureau vers lui. Dessus se trouvait un contrat clairement marqué, prix de transfert, $1. Ethan a froncé les sourcils. $1? Cette ferme a encore des terres, une maison. Personne n'a revérifié le prix? Granger a souri, juste un peu trop serré. L'ancien propriétaire veut que son nom soit retiré des registres le plus vite possible. Personne ne le conteste, et personne ne veut s'impliquer. Pas besoin de notarisation publique. Signé et daté. Vous la prenez, elle est à vous. Pourquoi cette précipitation? A insisté Ethan. Qui est-ce, un homme ou une femme? L'héritier légal qui ne veut pas la garder, a répondu Granger, ses yeux papillonnant d'une chose qu'il a vite dissimulée. Monsieur Callahan, parfois, les choses que les gens laissent derrière eux, ils les laissent pour une raison qu'ils ne veulent plus jamais toucher. Ethan n'a pas posé plus de questions, en partie parce qu'il ne voulait pas fouiller dans l'histoire privée de quelqu'un d'autre, mais surtout parce que lui-même cherchait un endroit où personne ne lui poserait de questions sur la sienne. Un morceau de terre, assez grand pour que le chagrin s'estompe tranquillement avec le temps. $1, sans attache. Ethan a signé. Son pick-up a quitté la route principale, suivant un vieux chemin pavé de pierre qui serpentait à travers un bosquet de peupliers usés et tordus par le vent. Le ciel de fin d'après-midi était baigné d'or lorsque la maison en bois de 3 pièces est apparue, silencieuse comme si elle aussi soupirait. De la mousse s'accrochait aux tuiles du toit, des feuilles sèches couvraient le porche, et les cadres des fenêtres portaient les marques du temps. On disait que la ferme avait été abandonnée depuis près de 4 ans. Ethan a coupé le moteur. Le silence a tout englouti, seul le doux bruissement du vent à travers le toit en tôle a rompu le calme. Il a pris une profonde inspiration d'herbes sauvages et de terre humide, sa main effleurant la porte en bois déformé. Un faible grincement a retenti en s'ouvrant. Pourtant, ce qui l'a accueilli n'était pas la ruine complète qu'il avait imaginée. Une vague d'air moisi s'est échappée, mêlée à l'odeur de cendres et de bois qui n'avaient pas brûlé il y a longtemps. La lumière d'une petite fenêtre filtrait à travers la poussière, tombant sur la cheminée. Les cendres à l'intérieur étaient encore chaudes. Sur la table en bois se trouvait un verre à boire, avec seulement quelques gouttes au fond. La fenêtre arrière était légèrement entr'ouverte. Impossible. Ethan s'est figé. Quelqu'un était là, ou venait de l'être. Il est entré. Ses bottes ont claqué lourdement sur les planches de plancher pourri. Un courant d'air soudain a balayé l'arrière de la maison, faisant claquer la porte de la cuisine. Il s'est retourné,
balayant du regard l'ancienne cuisine où la dernière lumière du jour filtrait par une sortie du porche arrière. Et puis il l'a vue. Une petite fille était assise seule sur les marches en bois arrière, petite, immobile, comme une ombre silencieuse. Le vent d'automne caressait ses cheveux bruns emmêlés, s'enroulant autour de sa silhouette menue comme s'il refusait de la quitter. Dans ses bras se trouvait un ours en peluche usé, râpé, serré si fort que sa forme était déformée. Sa tête était baissée, pourtant ses yeux sombres et brillants ne l'ont jamais quitté. Ethan est resté immobile. L'air entre eux s'est tendu, presque au point de se rompre. Lentement, la petite fille a levé la tête, son regard accroché au sien, une connexion silencieuse portant à la fois la peur et quelque chose de plus profond, un fragile fil de confiance. Et puis elle a parlé, si doucement que c'était presque à la fois un murmure et une supplication. « Monsieur, vous êtes mon papa, n'est-ce pas ?» Les mots ont entaillé une partie de la mémoire d'Ethan qu'il pensait avoir enfouie profondément. Tout en lui s'est immobilisé. Le vent s'est arrêté. Son cœur a trébuché. Papa ? C'était impossible. Il n'avait jamais eu d'enfant. Caroline, la femme qu'il avait le plus aimée, était partie depuis des années. Elle n'avait jamais mentionné de bébé, n'avait jamais laissé la moindre note. Alors qui était cette petite fille, et pourquoi ici, dans un endroit si vide qu'il semblait oublier ? L'appelait-elle papa ? Ce murmure, « Êtes-vous mon papa ?» a transpercé l'esprit d'Ethan comme un pic à glace, le laissant figé sur place. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Au cours des 8 années qui avaient suivi, il avait appris à s'endurcir contre la mort et le chaos. Mais ça, cette vision d'une petite fille menue aux yeux remplis de larmes l'appelant papa dans une maison abandonnée, a brisé toutes les couches d'armure qu'il avait construites. Il ne pouvait pas rester calme. « Quoi, comment t'appelles-tu » a bégayé Ethan, la voix sèche. Il ne s'est pas agenouillé tout de suite, au lieu de cela, il est resté rigide, gardant ses distances, les yeux d'un ancien soldat balayant la pièce à la recherche d'un autre adulte, de toute explication. La petite fille s'est recroquevillée plus profondément dans l'embrasure de la porte, ses grands yeux rivés sur lui. Lily. Lily Grace. Lily Grace, a répété Ethan, ressentant une étrange, vague familiarité au deuxième prénom Grace, le même que celui de sa défunte femme, Caroline Grace. Où est ta maman ? Pourquoi es-tu seule ici ? Sa voix s'est accélérée, empreinte à la fois de peur et de colère devant l'absurdité de la situation. Lily a baissé les yeux, ses petites épaules tremblantes. Maman est partie, a-t-elle murmuré, comme si parler doucement pouvait rendre la perte moins réelle. Mademoiselle Mara a dit que je devais rester ici et être sage pour ne déranger personne. Ethan a commencé à poser plus de questions, mais quelque chose dans les yeux de Lily l'a arrêté, un souvenir fugace, brisé, petit mais assez vif pour lui faire mal à la poitrine. Elle a serré plus fort l'ours en peluche déchiré dans ses mains, les lèvres serrées, puis a soudainement lâché. Quand maman a continué de dormir, je suis restée assise à côté d'elle longtemps. J'ai attendu qu'elle rouvre les yeux, mais elle ne l'a jamais fait. Sa voix s'est brisée. Une petite main a instinctivement tiré l'ours en peluche pour couvrir la moitié de son visage, comme pour cacher la peur qu'aucun enfant ne devrait l'avoir apportée. Ethan a senti sa gorge se serrer. « Tu ne peux pas rester ici seule, Lily » a-t-il dit doucement mais fermement. Sortant son téléphone, il a ajouté « Et je vais appeler la police. Ils t'aideront à trouver un endroit sûr. » Non. Le cri de Lily était aigu de panique. Ses yeux se sont écarquillés, inondés de terreur. « N'appelez pas. Mademoiselle Mara sera en colère. Elle m'emmènera ailleurs. Maman m'a dit de rester ici et d'attendre que papa vienne. » Cette phrase a frappé Ethan comme une gifle. Il a regardé dans les yeux de Lily, pour la première fois, a vu plus que de la peur. Il y avait là une foi désespérée, la foi que son père reviendrait, même si personne ne lui avait jamais dit que ce père était réel. Une vague de fureur froide a monté en Ethan. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la manipulation, c'était l'exploitation de la confiance fragile d'un enfant. Il a remis son téléphone dans sa poche, forçant sa voix à baisser. « C'est bon. Je n'appellerai personne, mais depuis combien de temps es-tu ici ? Je ne me souviens pas,
depuis que maman a continué de dormir. Mademoiselle Mara m'a amenée ici. Lily a dit, sa voix à peine un souffle, je ne vais pas à l'école. J'ai juste appris à lire avec les livres de maman. Je sais faire du feu et cuire de la bouillie fine. Elle l'a ajouté presque comme une petite vantardise pitoyable, essayant de prouver qu'elle était sage, qu'elle avait survécu exactement comme Mademoiselle Mara le lui avait dit. Ethan est resté immobile un long moment. Puis il est entré avec elle. La cuisine était tachée de fumée, le salon épais de poussière, mais dans un coin, à côté de la cheminée, il y avait un petit espace dégagé avec une couverture usée étendue et quelques livres jaunis soigneusement empilés. C'était le petit royaume de Lily, un monde qu'elle avait bâti pour elle-même dans une maison que le reste du monde avait déjà oubliée. Il s'est approché de la table en bois usé où un paquet de papier était attaché avec un fil d'argent décoloré. Il était sur le point de le toucher quand Lily a tressailli. « Non, ne touche pas aux affaires de ma maman. Mademoiselle Mara me grondera si je les salis. » Cette phrase l'a encore une fois confirmé. La femme nommée Mara ne l'avait pas seulement négligée, elle avait planté la peur profondément dans l'esprit de l'enfant. Cette nuit-là, Ethan a pris une barre protéinée et une bouteille d'eau de son sac à dos. Lily l'a regardé comme s'il venait de faire un miracle, puis a mangé lentement, savourant chaque bouchée, un mélange de gratitude et de prudence dans ses yeux. Quand l'obscurité est tombée, il a trouvé une autre couverture dans la vieille armoire. L'étendant, il a dit à Lily de dormir dans son petit coin propre. Lily s'est allongée, serrant son ours en peluche usé contre sa poitrine. Au clair de lune filtrant à travers la vitre embuée, son jeune visage était clairement visible, peau pâle, paupières tombantes de fatigue, pourtant ses lèvres murmuraient encore quelque chose. Ethan était assis, le dos contre le mur, agité, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que cette petite question résonnait encore dans son esprit, comme le vent à travers la forêt nocturne. « Papa, tu vas rester, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question qui exigeait une réponse, mais pour Ethan, c'était un appel au secours, un cri enfoui. Et il savait qu'il ne pouvait pas partir, pas avant que la vérité ne soit découverte et que justice ne soit rendue à l'enfant aux yeux qui ressemblaient tant à ceux de sa défunte femme. La première lumière du matin a finalement rampé à travers la vitre sale, repoussant une petite partie de l'obscurité obsédante laissée par la nuit précédente. Ethan n'avait pas dormi de toute la nuit. L'image de Lily serrant son ours en peluche, son murmure, « Tu vas rester, n'est-ce pas ?» et la peur dans sa voix chaque fois qu'elle mentionnait Mademoiselle Mara, continuait de tourner en boucle dans son esprit. Quand l'aube s'est levée, Ethan est sorti discrètement de la chambre, laissant Lily toujours profondément endormie. Il a commencé à nettoyer, non seulement parce qu'il voulait restaurer cette maison délabrée, mais parce qu'il avait besoin d'une réponse. Qui était cette petite fille, et pourquoi était-elle ici seule ? Le coin près de la cheminée était le seul endroit avec de la chaleur, une vieille couverture, quelques livres pour enfants usés, et un petit sac à dos en toile. Tout le monde de Lily semblait y tenir. Il s'est agenouillé, a soulevé le sac à dos et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un ensemble de vêtements usés jusqu'à la corde, quelques morceaux de pain rassis et un vieux livre relié en cuir. Ethan a feuilleté les pages. Puis, d'entre elles, une feuille de papier pliée en 4, jaunie par le temps, s'est glissée et est tombée sur le sol. Il s'est figé. Ses yeux ont lu chaque ligne lentement, mais son cœur a eu l'impression de tomber dans un abîme sans fond. Non, Lily Grace Callahan. Date de naissance, 26 octobre 2001. Mère, Caroline M. Callahan. Père, Ethan J. Callahan. Pas le temps de réfléchir, impossible de se contrôler. Le papier a glissé de ses mains. Ethan s'est effondré sur les genoux. Un son étouffé s'est échappé de sa poitrine, pas fort, mais assez pour faire trembler tout son corps. Il a posé ses deux mains sur le sol, se penchant en avant comme s'il avait été frappé à la poitrine. Non, non, ce n'est pas possible. A-t-il hurlé les mots dans son esprit, mais les larmes avaient déjà commencé à couler. Reprenant le papier, sa main tremblait alors qu'il le serrait fort. Il l'a lu encore et encore et encore. À chaque lecture, la vérité se gravait plus profondément. Caroline avait été enceinte, seule, et lui, le père de l'enfant, ne l'avait jamais su. Oh mon Dieu! Lily, tu es ma fille.
Les mots étaient à peine plus qu'un murmure, mais il se brisait avec ses larmes, épaisses de chagrin, d'amertume et d'une douleur trop profonde pour être nommée. Les longs jours sur le champ de bataille lui sont revenus en mémoire, les lettres qu'il avait envoyées et qui n'avaient jamais été répondues, les nuits solitaires à se demander pourquoi Caroline avait coupé tout contact. Maintenant il savait. Quelqu'un lui avait volé la chance d'être père, volé les premières années de sa petite fille. De doux pas ont retenti derrière lui. Lily, la petite fille, est entrée sur la pointe des pieds, ses yeux endormis fixés sur Ethan, l'homme assis affalé sur le sol, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Papa, pourquoi pleures-tu » Ethan a levé les yeux, son regard humide mais stable. Il ne se cachait plus, il ne le pouvait pas. Il a tendu la main et l'a serrée contre lui. « Lily, tu es ma fille. Je suis ton vrai père. » Elle a cligné des yeux, un éclair de confusion traversant son visage, puis a fait un léger signe de tête. « Je sais, mais mademoiselle Mara a dit que tu étais un homme méchant. Elle a dit que tu n'aimais pas ma maman, alors tu es parti. » Ethan l'a serré dans ses bras, vraiment pour la première fois comme un père le ferait. Sa poitrine s'est serrée. Juste à ce moment-là, un léger coup à la porte a interrompu ses pensées. Il a rapidement remis le certificat de naissance dans le livre et s'est levé. Une femme âgée aux cheveux argentés et à la silhouette menue se tenait sur le porche, tenant un panier de pain fraîchement cuit. C'était Madame Lucie, la voisine que Lily avait mentionnée une fois. Ses yeux ont étudié Ethan comme si elle essayait de le situer. « Bonjour » a dit Madame Lucie, sa voix teintée de curiosité et d'une touche de prudence. « Je suis Lucie, la voisine. J'ai vu de la lumière et j'ai pensé venir voir. » Elle a jeté un coup d'œil à Lily, qui jetait un coup d'œil de derrière la jambe d'Ethan, puis est revenue à lui. « Qui êtes-vous ? Je pensais qu'elle était seule ici. » Ethan a pris une profonde inspiration. « Je suis Ethan Callahan. Je viens d'acheter cette ferme. » Il a hésité, puis a regardé Lily, une décision traversant son esprit. « Et cette petite fille dit qu'elle est ma fille. » Les yeux de Madame Lucie se sont écarquillés. Puis une étincelle s'est allumée en eux. « Callahan. C'est donc vous » s'est-elle exclamée, sa voix nouée par l'émotion. Posant le panier, elle a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti une photographie usée et jaunie. Caroline. Pauvre fille. Elle gardait ça comme un trésor, elle a dit que si le jour venait où vous reviendriez, je devais vous la donner. Dans la main de Madame Lucie se trouvait un portrait de Caroline, cheveux noirs lisses, un doux sourire. Mais ce qui a glacé Ethan, c'est l'image faible et floue dans le coin inférieur, une toute petite main d'enfant et une partie du corps d'un bébé endormi. C'était une photo de Caroline et de leur fille. Caroline a vécu ici ? A demandé Ethan, la voix nouée. Madame Lucie a hoché la tête tristement. Oui, elle et la petite ont vécu ici pendant des années, depuis que vous avez disparu. Caroline était très malade, malade depuis votre départ. Puis un jour, une jeune femme nommée Mara est apparue. Je l'ai vue ici souvent, planant autour de Caroline toute la journée. Et puis, a insisté Ethan, les entrailles brûlantes. Et puis Caroline est décédée, a dit doucement Madame Lucie. Après ça, je n'ai plus jamais revu cette fille, Mara. Elle a disparu. Seule Lily est restée, toute seule. La maison a été abandonnée. Personne n'est venu vérifier. Elle a jeté un coup d'œil à Lily, qui écoutait attentivement, les yeux embués de tristesse. Je lui apportais parfois de la nourriture en douce, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Mara était effrayante. Elle a même menacé d'envoyer Lily à l'orphelinat si quelqu'un intervenait. En tant que soldat, Ethan savait que faire confiance à l'instinct n'était pas difficile, mais il avait besoin de faits solides et clairs. Si ce que Madame Lucie disait était vrai, il découvrirait la vérité et rendrait justice à Caroline et Lily. Le regard de Madame Lucie, lourd de choses inexprimées, était comme un discret encouragement. Tout ce qui se déroulait devant lui semblait être un rêve, et ce qu'il a découvert ensuite n'était rien de moins qu'un cauchemar. Cet après-midi-là, après le départ de Madame Lucie, Ethan est resté longtemps près de la fenêtre, contemplant le champ stérile derrière la ferme.
L'herbe sauvage se balançait dans le vent, comme la respiration lasse d'une terre longtemps oubliée. Dans sa main se trouvait le certificat de naissance, ses bords usés, l'écriture inégale, Père, Ethan J. Callahan. En fin d'après-midi, le ciel était couvert, des nuages sombres s'amoncelaient, signalant l'arrivée d'une pluie d'automne. Ethan et Lily étaient assis sur le porche, chacun dans une vieille chaise en bois. Il a regardé sa fille, une petite fille aux longs cheveux légèrement emmêlés, des cernes sous les yeux, et de petites mains serrant le bord de la chaise. Ethan a posé ses mains sur ses genoux, se penchant légèrement en avant. « Lily, je veux te demander quelque chose. Si tu ne veux pas parler, ce n'est pas grave, mais si tu es prête, j'écouterai. » La petite fille l'a regardé. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, juste un soupçon d'hésitation. Puis elle a fait un petit signe de tête. « Depuis combien de temps vis-tu seule ici ?» a demandé Ethan, gardant sa voix douce. Lily a baissé les yeux, jouant légèrement avec l'ourlet de sa chemise. « Depuis que maman est partie. Tante Mara m'a dit que je devais être sage et rester dans la maison. Elle était occupée, ne pouvait pas toujours me surveiller. Parfois elle restait, mais parfois elle était partie pendant des jours. Quand ça arrivait, je devais faire le feu toute seule, manger du pain sec, ou cuire de la bouillie s'il restait du riz. » C'est-à-dire quoi ? Ethan a hésité. Maman a toussé longtemps. Puis elle n'a plus pu parler. Ce jour-là, il pleuvait très fort, et tante Mara a dit qu'elle emmenait maman à l'hôpital. Mais peu après, elle est revenue seule. Elle a dit que maman n'avait pas survécu. Elle ne m'a pas laissé aller à l'hôpital ni aux funérailles. Elle m'a juste dit que maman était partie très loin. Ethan a serré la main posée sur son genou. Un frisson a couru le long de sa colonne vertébrale. Il a forcé sa voix à rester calme. « As-tu vu quelqu'un d'autre que tante Mara ? Quelqu'un est venu, des voisins, des professeurs, un médecin ?» Lily a secoué la tête. Personne. Elle m'a dit de ne pas sortir. Si quelqu'un demandait, je devais dire que je n'avais pas de famille. Elle avait peur qu'on m'emmène. Alors qui t'a appris à lire, à écrire, à faire du feu ? La petite fille a souri faiblement, un sourire à la fois fier et triste. J'ai lu les livres de maman, elle en avait tellement. Et faire du feu, j'ai appris avec un livre de cuisine. Une fois je me suis brûlée, mais je ne l'ai pas dit à mademoiselle Mara. Elle déteste quand je fais des bêtises. Ethan est resté silencieux. Chaque réponse de Lily était comme une petite lame aiguisée le coupant morceau par morceau. Chaque détail était une accusation de négligence, d'isolement, de vol d'enfance. Il a dégluti difficilement. « Lily, pourquoi as-tu pensé que je n'étais plus en vie ? » Parce que mademoiselle Mara l'a dit. Elle m'a dit que tu étais parti pour toujours. Maman disait que tu étais un homme bon, mais mademoiselle Mara disait que maman était faible et toi aussi. Elle a dit que les bonnes personnes ne pouvaient pas survivre dans ce monde. Lily a hésité. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle est allée à l'intérieur, a couru vers la boîte en bois sous son lit, celle qu'Ethan n'avait pas encore touchée. Elle a sorti une vieille enveloppe jaunie et la lui a tendue. J'ai vu maman pleurer en tenant ça, mais elle l'a vite cachée quand mademoiselle Mara est entrée plus tard. Je l'ai trouvée sous l'étagère. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Lila. Les mains d'Ethan ont tremblé alors qu'il ouvrait la lettre. L'écriture était celle de Caroline, adressée à lui, datée exactement un mois avant sa mort. Ethan, si tu es en vie et que tu trouves cette lettre, je serai peut-être déjà parti. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux lettres que j'ai envoyées, mais je crois qu'elles ne t'ont jamais atteint. J'ai écrit à l'armée, à tes vieux amis, personne n'a répondu. Mais je n'ai jamais cru que tu m'avais abandonné. Je suis faible maintenant, et Lily est encore si petite. J'ai demandé de l'aide à Martha, car il n'y a pas d'autre famille proche. Mais je suis inquiète, tellement inquiète. Elle dit toujours des choses qui m'effraient. Je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Si tu reviens, s'il te plaît, trouve notre petite fille. S'il te plaît, ne la laisse pas seule. Ethan a posé la lettre sur la table. Une rafale de vent a balayé le porche, soulevant le bord du papier comme un soupir du passé.
Il a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était stable. Je n'étais pas là quand ta maman avait besoin de moi, mais à partir de maintenant, personne ne te fera plus jamais de mal. Dans le vieux téléphone que Lily gardait pour écouter la météo, un grésillement a retenti, signalant la batterie faible. Ethan l'a ramassé et a vu qu'un seul numéro était enregistré dans les contacts, Mademoiselle Martha. Le silence s'est installé sur le porche. Ethan a fixé l'écran sombre et clignotant. Une question a monté dans son esprit, ne pouvant plus être contenue. Pourquoi Martha ferait-elle cela à son amie et à une petite fille n'ayant même pas 9 ans? Le lendemain matin, Lily était assise à la table de la cuisine, savourant joyeusement un bol de flocons d'avoine qu'Ethan lui avait préparé. Son petit visage avait perdu une grande partie de son aspect émacié, remplacé maintenant par une touche de couleur saine. Ethan, après une longue nuit à parler avec Madame Lucy et à digérer les informations choquantes qu'il avait apprises, était sur le porche en train de balayer, essayant de se calmer avant de commencer son plan pour obtenir justice. Alors qu'il balayait la couche de feuilles sèches, un SUV noir élégant s'est arrêté devant le portail. Le véhicule semblait totalement déplacé sur le fond de l'ancienne ferme patinée. La portière de la voiture s'est ouverte et une femme en est sortie. Elle était vêtue d'un élégant tailleur, ses cheveux soigneusement tirés en un chignon haut, un sourire radieux, presque impeccable, sur ses lèvres. C'était un sourire gracieux, son regard perçant habilement masqué par un plaquage de gentillesse. C'était Mara Vincent. Dans la cuisine, Lily s'est figée à mi-bouchée, ses yeux se sont écarquillés, le bol dans ses mains tremblant légèrement. Un éclair de peur a traversé son jeune visage. Elle a posé lentement la cuillère, a glissé de la chaise et s'est pressée contre le mur, ses yeux rivés sur la silhouette qui approchait. En fin d'après-midi, le vent d'automne déchirait les vieux sycomores, le ciel gris retenant une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Le bruit d'un moteur a flotté depuis le chemin de terre en avant. Ethan a levé la tête du balai avec lequel il balayait le porche. Un SUV de luxe argenté a filé à travers la cour ouverte, dérapant avant de s'arrêter brusquement. La portière de la voiture s'est ouverte en grand. Une femme est sortie, ses cheveux blonds foncés captant la lumière tamisée, un long manteau couleur caramel drapé sur ses épaules. Ses talons hauts ont sombré dans la boue sans hésitation. Mais quand ses yeux ont rencontré ceux d'Ethan, toute trace de mouvement sur son visage a semblé s'arrêter. Ethan? Mara Vincent est restée figée, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. C'est vraiment vous? Vraiment vous? Sa voix s'est légèrement élevée, puis est retombée rapidement, comme si elle essayait de se ressaisir. Ethan n'a rien dit. Ses mains sont restées sur le manche du balai, son regard fixé sur chacun de ses petits mouvements, de la façon dont ses doigts serraient son sac à main au léger déglutition qui trahissait qu'elle venait de réaliser qu'elle pourrait être désavantagée. Mara a fait quelques pas en avant, ses yeux ne le quittant jamais. J'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté la ferme. Je n'ai pas pensé, je n'ai jamais imaginé que ce serait vous. Un léger sourire a traversé ses lèvres, mais ses yeux ne souriaient pas avec. Quand êtes-vous revenu? Personne ici n'a rien entendu à l'époque. Je pensais que vous. Elle a laissé sa phrase en suspens, comme si elle ne pouvait pas se résoudre à dire le mot « mort ». Ethan ne répondait toujours pas. Son silence a mis Mara mal à l'aise. Elle a haussé légèrement les épaules, essayant de retrouver son assurance. Mon Dieu, tant d'années se sont écoulées. Vous n'avez pas beaucoup changé. Toujours vous. Elle a offert un léger sourire, ses mains jointes devant elle. Puis soudain, ses yeux se sont posés sur Lily, debout tranquillement dans le coin du porche. Ethan a vu la petite fille tressaillir, reculant légèrement. Mara a instantanément adouci son ton, doux comme du miel. Lily. Elle est toujours là. Elle a avancé, se penchant un peu. Bonjour, Lily. Je t'ai tellement manqué. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, n'est-ce pas? Lily n'a pas répondu. Elle a fait un demi-pas en arrière, serrant fort la chemise d'Ethan. Ethan s'est accroupi, posant une main sur l'épaule de sa fille, sa voix douce mais ferme. Elle a vécu seule ici tout ce temps. Mara a serré les lèvres. Pendant un bref instant, une petite fissure a vacillé sur son expression.
Puis elle a laissé échapper un petit rire. Oh, ça. Je suis passée quelques fois, juste pour voir, mais je ne voulais pas m'immiscer. Je pensais que quelqu'un des services sociaux viendrait, s'en occuperait, et, vous savez, je n'avais aucun droit légal. J'ai seulement essayé d'aider Caroline à l'époque, à garder la ferme pour elle quand elle est décédée si soudainement. Ah oui. A coupé Ethan, ses yeux rivés sur les siens. Mara a hésité, puis a rapidement changé de ton. Vous êtes toujours aussi perspicace. Mais Ethan, je ne voulais que le meilleur. Caroline me faisait confiance. Et qu'avez-vous fait après sa mort? A demandé Ethan sans détour. Un éclair de culpabilité a traversé le visage de Mara. J'étais brisée. J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour empêcher la ferme d'être prise par la banque. Je ne savais pas si vous aviez quelqu'un que je pouvais contacter. Et puis j'ai appris que les papiers de Caroline n'étaient pas clairs, sans héritier légal. J'ai juste essayé de garder cet endroit en sécurité. En laissant un enfant vivre seul? La voix d'Ethan a baissé. Mara s'est raidie. Elle a jeté un coup d'œil à Lily, puis à lui avec un regard hésitant. Elle est différente. Elle ne parle à personne. J'ai essayé, Ethan, mais j'ai mes limites. Je ne suis pas sa mère. Pendant quelques secondes, l'air est devenu silencieux, rompu seulement par le sifflement du vent sur le porche et le battement dans la poitrine d'Ethan. Et maintenant vous êtes revenu pourquoi? A-t-il demandé, son ton calme, mais son regard aiguisé comme une lame. Mara a souri, cette fois avec une touche de sincérité. Parce que j'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté cet endroit. J'ai mis beaucoup d'efforts à l'entretenir, et je veux savoir qui est l'acheteur. J'ai le droit de m'en soucier, n'est-ce pas? Ethan n'a pas répondu. Il a simplement pris la main de Lily, la rapprochant un peu de lui. Mara a reculé avec un haussement d'épaules gracieux. Quoi qu'il en soit, c'est bon de vous voir en vie. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vieux papiers, dossiers, je les ai toujours. Nous pourrions travailler ensemble. Elle s'est retournée pour partir, mais cette fois, c'est pas manquer de la confiance avec laquelle elle était arrivée. Elle savait qu'Ethan n'était pas un homme facilement manipulable. Lorsque le SUV a disparu derrière les arbres, Ethan s'est finalement penché, serrant doucement l'épaule de Lily. Je suis là maintenant, tu n'as plus à avoir peur. La petite fille n'a rien dit, a juste fait un léger signe de tête. Après le départ de Mara, Lily a tremblé dans les bras d'Ethan et a murmuré « Papa, j'ai peur d'elle ». Quand une enfant de 9 ans est aussi effrayée par une femme, on peut être sûr que des vérités douloureuses attendent d'être découvertes. Quelques jours après la rencontre tendue avec Mara, l'atmosphère de la vieille ferme a commencé à changer. Sous les soins patients d'Ethan, Lily a commencé à sourire davantage, ne tressaillant plus au bruit d'une porte qui s'ouvrait ni ne se recroquevillant dans un coin de peur. Pourtant, dans ses yeux clairs et innocents, Ethan pouvait encore voir des cicatrices qui ne pouvaient être cachées. Parfois, la petite fille regardait vers l'arrière-cour, où la vieille balançoire se balançait au vent, comme si elle se souvenait de quelque chose qui lui avait été enlevé. Ethan savait que s'il voulait réparer les choses pour sa fille, il devait découvrir la vérité sur la mort suspecte de Caroline et le testament qui avait placé Mara comme unique héritière. Cet après-midi-là, tandis que Lily dormait profondément sous le chêne, Ethan s'est rendu à la mairie de Havenwood. L'endroit était vieux, imprégné de l'odeur de papier vieilli, mais caché parmi ces piles de dossiers pourrait se trouver quelque chose qui pourrait changer son avenir et celui de sa fille. La femme derrière le comptoir était Ruth Delgado, greffière administrative de longue date. Quand Ethan a mentionné le nom, Caroline Callahan, elle s'est figée. Un éclair d'hésitation a traversé ses yeux. Elle est décédée il y a quelques années. Laissez-moi vérifier. Ruth a ouvert un vieux tiroir métallique et a récupéré un dossier épais. À l'intérieur se trouvait une copie notariée du testament, le certificat de décès et une liste de transferts de propriété. Le testament officiel nomme Mara Vincent comme unique bénéficiaire de tous les biens, y compris la ferme, a-t-elle dit prudemment. Ethan a pris le dossier, ses yeux se posant sur une signature familière, Caroline M. Callahan. Et là, juste au-dessus,
là où il aurait dû être écrit « Époux, Ethan J. Callahan », il y avait un blanc, brutal et froid. Pas de nom, pas de note, comme s'il n'avait jamais existé. Il a serré les poings, se forçant à rester composé. « Où est l'original ?» a demandé Ethan. « Il est stocké séparément dans la salle des archives sécurisées », a répondu Ruth. « Mais ceci est la copie numérisée. Je l'ai traitée moi-même lorsque Caroline l'a soumise. » Ethan a regardé le scan, et son cœur a coulé. À l'intérieur se trouvait le tout premier brouillon, rempli de ratures, surtout sur son propre nom. Ethan Callahan, autrefois inscrit comme héritier secondaire, puis barré. Ses mains tremblaient, ses yeux rivés sur cette marque rayée à l'encre, comme si elle le ramenait dans le passé. « Caroline, a-t-il murmuré comme une confession, tu as essayé de protéger notre fille jusqu'à la fin. » Madame Ruth a baissé la voix, s'est penchée vers lui et a murmuré, quand Caroline est venue déposer les papiers, elle était si pâle. Ses mains tremblaient. Mara restait à côté d'elle, la pressant encore et encore. Je me souviens encore que Caroline a mal écrit son propre nom, 2 fois, comme si elle n'avait pas l'esprit assez clair pour comprendre ce qu'elle faisait. Puis elle a sorti une mince pile de papier, l'ancien brouillon avec quelques signatures raturées et maladroitement corrigées. Personne ne m'a jamais donné la permission de garder ça, mais je me suis senti mal à l'aise depuis ce jour. Ethan a pris le brouillon. L'encre était maculée, son nom barré et remplacé par un espace vide. Ce n'était pas seulement un document altéré, c'était une blessure qui avait été dissimulée. « Merci », a-t-il dit, ses yeux brillants de détermination. Quittant la mairie, Ethan n'est pas rentré directement chez lui. Il s'est rendu directement au bureau de l'avocat Marcus Dean, un vieil ami d'un de ses camarades et un ancien combattant. Le bureau était petit et discret, ses étagères garnies de dossiers et de chemises. Marcus était un homme qui ne mâchait pas ses mots, il écoutait simplement. Et quand Ethan lui a remis à la fois le brouillon et la copie officielle, Marcus a levé les yeux, son regard devenant froid. « Ceci, » a dit Marcus, pointant la signature, « n'a pas été signé volontairement. Les traits de stylo sont trop tendus, et le brouillon montre clairement que le nom de l'héritier a été modifié. Vous avez ici assez pour déclencher une sérieuse enquête légale. » Ethan n'a rien dit, il a simplement hoché la tête. « Nous devons faire une analyse graphologique, vérifier l'état de santé de Caroline au moment de la signature, et recueillir des preuves que la petite Lily a été abandonnée. » Marcus lui a serré la main fermement. « Je me battrai à vos côtés, non pas pour la propriété, mais pour la petite fille, et pour une mère qui a quitté ce monde en silence. » Pour la première fois depuis des années, Ethan a senti qu'il n'était plus seul. Une bataille l'attendait, mais cette fois, il savait qu'il ne se battait pas seulement pour la justice, il se battait pour être père dans tous les sens du terme. Non loin de la ville de Havenwood, Mara Vincent était assise dans son bureau privé, un espace clos, méticuleusement arrangé, si ordonné qu'il semblait presque dépourvu d'émotion. Chaque objet, chaque dossier sur les étagères était exactement à sa place. Pourtant, derrière ce plaquage d'ordre, se trouvait un esprit en violent tumulte. Elle avait appris la nouvelle, Ethan Callahan était de retour. Mara a posé doucement sa tasse de thé et a fixé l'écran de la tablette où un titre de journal local venait d'apparaître. Ancien soldat achète la ferme de Caroline Callahan pour un prix symbolique. $1. C'était ce pourquoi Mara l'avait délibérément mis en vente, pour se débarrasser du souvenir. Maintenant, ce même dollar lui restait en travers de la gorge. Ce n'était pas parce que la ferme était sans valeur, non. C'était parce qu'elle avait voulu couper les ponts complètement. La propriété avait autrefois appartenu à Caroline, l'amie d'enfance parfaite que Mara avait toujours admirée et haï. Caroline avait tout ce que Mara n'avait jamais eu, des parents aimants, un foyer chaleureux, le regard affectueux des professeurs, et plus tard, l'homme que Mara avait autrefois secrètement aimé, Ethan. Quand Caroline est morte, Mara s'est sentie soulagée. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais au fond d'elle, elle croyait que la vie avait enfin équilibré les comptes. Elle avait été là, aux côtés de Caroline, dans ces derniers jours, la seule à savoir à quel point Caroline avait été fragile. Elle avait saisi l'opportunité, tout rationalisé et fait table rase du passé. Y compris l'enfant.
Lily était ce qui restait de Caroline, une preuve vivante de l'amour, de la vie que Caroline avait eue, et aussi quelque chose que Mara voulait effacer. Elle a pris le téléphone et a appelé son avocat personnel, Vincent Hale. Ethan Cale a enfoui le testament, a-t-elle dit, sa voix stable mais acérée comme l'acier. Vincent était prêt. Nous allons passer à l'offensive. Je prépare une requête de garde. Nous prétendrons qu'il l'a abandonné, qu'il n'a pas de revenus stables, qu'il pourrait avoir des traumatismes psychologiques liés à la guerre, qu'il est inapte à s'occuper d'un enfant. Et moi, a prononcé Mara, je suis la seule à m'être occupée de la fille depuis la mort de Caroline, du moins sur le papier. Ça doit peser. Mais elle savait que si Ethan récupérait Lily, tout s'effondrerait, non seulement sa réputation, mais aussi le fragile sentiment de contrôle qu'elle avait tant lutté pour bâtir. Elle n'avait pas fini. Elle a appelé un autre contact, Jacques, un psychologue avec qui elle avait déjà travaillé. J'ai besoin d'un dossier prouvant que Caroline a montré des signes d'instabilité mentale vers la fin. J'ai quelques vieilles ordonnances et quelques notes manuscrites. Elle n'a pas élaboré, laissant une seule instruction ferme, rendez-le convaincant. Pendant ce temps, à la ferme, un autre après-midi tranquille se déroulait. Ethan et Lily étaient assis sur les marches en bois, chacun avec une tasse de cacao qui refroidissait. La petite fille dessinait des traits simples et enfantins, formant l'image de 3 personnes, elle-même, Ethan, et une figure faible, ombrée, en arrière-plan. « Ma maman », a murmuré Lily quand Ethan a demandé qui c'était. Il était sans voix. Ses doigts ont effleuré légèrement ce contour faible, comme touchant un souvenir qui n'avait pas encore pâli. « Es-tu heureuse ici ?» a-t-il demandé. « Oui, si mademoiselle Mara arrête d'être en colère. » Ces mots lui ont coupé le souffle. Même avec lui ici, même si elle était capable de sourire, de dessiner et de siroter du cacao, une ombre continuait de s'immiscer dans ses rêves, dans chaque petit geste. Ethan a regardé sa fille, sa poitrine se serrant. Il a compris maintenant, la bataille à venir ne se mènerait pas seulement au tribunal. Il s'agirait d'effacer les blessures invisibles que Mara avait laissées derrière elle, les cicatrices que personne ne pouvait voir, mais qui étaient gravées profondément dans le cœur d'un enfant. Et il a juré qu'il ne laisserait pas le passé se répéter. Dans les jours qui ont suivi, Ethan a vécu une course contre la montre. D'une part, il s'est occupé de Lily, l'aidant lentement à se libérer de la peur invisible que Mara avait plantée en elle. Il lui a appris à lire, à retaper la ferme, et surtout, lui a parlé de Caroline, de l'amour sans borne que sa mère avait pour elle. D'autre part, Ethan et l'avocat Marcus Dean ont travaillé d'urgence pour recueillir des preuves. Ils avaient déjà envoyé le testament avec sa signature suspecte pour analyse forensique, et Marcus préparait les documents légaux pour contrer la poursuite de Mara. Pourtant, le sentiment de manquer une pièce à conviction décisive hantait Ethan. Il avait besoin de quelque chose qui non seulement prouverait que Mara avait falsifié les documents, mais confirmerait aussi clairement les véritables intentions de Caroline. Un après-midi froid, tandis que Lily jouait joyeusement avec le chien errant qu'Ethan avait recueilli, il est retourné dans l'ancienne chambre de Caroline, maintenant sommairement nettoyée et transformée en bureau et salle de jeu pour la petite fille. Il a regardé autour de lui. Le léger parfum de lavande séchée persistait encore, emportant avec lui un flot de souvenirs doux amers. Les doigts d'Ethan ont effleuré les planches de plancher en bois usé, et un sentiment vague et insistant l'a tiré. Il s'est souvenu comment Caroline cachait de petits souvenirs dans des endroits où personne ne penserait à chercher. Il a doucement appuyé sur l'une des planches près de la fenêtre. Elle semblait un peu lâche. Utilisant le bout de ses doigts, il l'a soulevée, et la planche s'est dégagée, révélant un petit espace creux en dessous. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, vieille et couverte de poussière. Le cœur d'Ethan battait la chamade. Prudemment, il l'a sortie. Enveloppé dans un morceau de lin jauni se trouvait un journal usé, relié en cuir, et un paquet de papiers attachés avec un ruban bleu pâle, maintenant délavé par le temps. Il a ouvert le journal en premier. Sur la couverture, d'une écriture soignée, se trouvaient les mots « Pensée de Caroline du jour », suivis d'une date bien antérieure à sa disparition. Ethan a tourné les pages, ses mains tremblantes. Chaque mot, chaque ligne des pensées de Caroline, a pris vie devant lui.
Elle écrivait à quel point il lui manquait, sur la solitude qui remplissait la maison en son absence. Et puis il a atteint les dernières pages, où l'écriture était devenue faible et incertaine. La maladie me ronge jour après jour. Ils ont dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Mara, elle plane toujours autour de moi. Elle me dit sans cesse que je devrais mettre mes affaires en ordre, disant que tu ne reviendras jamais. Elle m'a tendu des papiers, m'a dit de signer, a dit que c'était pour le bien de Lily. Mais je ne lui fais pas confiance. Il y a toujours une froideur dans ses yeux. Je sais ce qu'elle veut vraiment. J'ai essayé de refuser, mais je suis trop faible. Je ne sais même pas ce que j'ai signé. Mais il y a une chose que je sais avec certitude. Les derniers traits de plume étaient flous, probablement parce que Caroline avait pleuré en écrivant. Ethan ne pouvait plus le retenir. Les larmes coulaient sur son visage en lourdes gouttes. Pour la première fois depuis le jour où il avait appris la mort de Caroline, il a pleuré sans retenue, sans aucune honte. La douleur, la colère, la culpabilité écrasante de ne pas avoir été là, et l'amour sans borne pour sa défunte femme et leur petite fille, tout cela s'est libéré. Le journal était la voix de Caroline, son dernier appel à l'aide, la preuve la plus indéniable des crimes de Mara. Ethan a essuyé rapidement ses larmes, ses mains tremblantes alors qu'il ouvrait le reste des papiers. C'était un autre testament, manuscrit mais apparemment inachevé. Les mots en haut disaient « Ceci est le testament de Caroline M. Callahan. Tous les biens seront transférés à ma fille, Lily Grace Callahan, et son tuteur sera Ethan J. Callahan s'il revient, ou placé sous la gestion du fonds de fiducie pour enfants local si Ethan ne revient pas. » Mais ce testament ne portait aucune signature de Caroline, seulement une note griffonnée en marge, Mara m'a empêché de signer. Elle a dit que celui-ci n'était pas valide. Elle voulait que j'en signe un autre. Voilà, la preuve décisive. Le journal et le testament non signé étaient la vraie voix de Caroline, exposant tout le stratagème de Mara. Ethan a immédiatement appelé Marcus Dean. Sa voix tremblait mais portait une résolution stable alors qu'il racontait ce qu'il venait de trouver. Marcus est resté silencieux un long moment à l'autre bout du fil. Puis sa voix a retenti, débordant d'excitation et de détermination. Ethan, vous avez trouvé la preuve en or. Ce journal est le témoignage de Caroline, ce testament non signé montre sa véritable intention. Nous avons assez. Je demanderai une nouvelle audience immédiate et nous porterons plainte contre Mara Vincent pour falsification de documents, abus de confiance et abandon d'enfants. Ethan a raccroché, son cœur gonflé d'un sentiment de soulagement et de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'était plus sur la défensive. Il détenait maintenant l'arme la plus puissante de toutes, la vérité. À ce moment même, dans sa luxueuse maison, Mara Vincent sirotait son café, souriant de satisfaction au plan de contre-poursuite contre Ethan que Vincent et il avaient préparé. Tout se déroulait exactement comme elle le voulait. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Le facteur lui a tendu une épaisse enveloppe, scellée du sceau du tribunal de comté. Mara a froncé les sourcils, un éclair de confusion traversant son visage. Elle a déchiré l'enveloppe, et alors que ses yeux captaient les premières lignes de l'assignation, avis de requête en réexamen dans l'affaire de la succession de Caroline M. Callahan et de la tutelle de Lily Grace Callahan, y compris les allégations de falsification et d'abus, son expression a changé instantanément. Le sourire a disparu, remplacé par la peur et le choc. La tasse de café a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre, envoyant des éclats de porcelaine aigus s'éparpiller dans la pièce. Le jeu avait changé, et pour la première fois, Mara a senti l'obscurité se refermer sur elle. L'atmosphère dans la salle d'audience du comté était si lourde qu'elle en devenait suffocante. Des murs de pierre froid et gris, de longs bancs en bois et des bancs rigides et inflexibles créaient un espace à la fois solennel et oppressant. Le juge Ellison, un homme d'âge moyen au visage sévère, aux cheveux poivre et sel, siégeait en haut du banc. Ce n'était pas simplement un litige sur la propriété ou les droits de garde, c'était une bataille pour la vérité, pour la justice, et pour l'avenir d'un enfant. D'un côté était assis Ethan Callahan, le dos droit, son regard inébranlable. À ses côtés se trouvait l'avocat Marcus Dean, calme mais dégageant une confiance tranquille. Entre eux était assise Lily Grace, 5 ans, perchée sur une chaise en cuir,
ses petites jambes se balançant au-dessus du sol. Même avec les réconforts d'Ethan, la petite fille ne pouvait cacher son malaise, ses petites mains serrant fermement l'ourlet de sa chemise. Face à eux se trouvait Mara Vincent, élégamment vêtue, ses cheveux dorés tirés en un chignon impeccable. À ses côtés se trouvait l'avocat Vincent Hale, son expression froide et calculatrice. Mara essayait de maintenir un air de calme, ses lèvres se recourbant en un mince sourire, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers Ethan et Lily, comme un animal acculé évaluant son prochain mouvement. Le procès a commencé. Marcus Dean s'est levé pour présenter les premières pièces à conviction. « Votre honneur, » a dit Marcus, sa voix ferme, « mon client, Ethan Callahan, est revenu après des années passées à être présumé disparu au combat. Il a été illégalement privé de ses droits parentaux. Pour le prouver, nous soumettons le certificat de naissance de Lily Grace Callahan, qui liste clairement le père comme Ethan J. Callahan et la mère comme Caroline M. Callahan. Il a remis le document au juge. Et pour étayer davantage la relation père-fille biologique, nous avons effectué un test ADN entre mon client, Ethan Callahan, et Lily Grace Callahan. Marcus a produit une enveloppe scellée. Les résultats, vérifiés par un laboratoire réputé, confirment une probabilité de paternité de 99,99%. Mara Vincent, qui s'était efforcée de garder son sang-froid, est soudainement devenue pâle. Le mince sourire a disparu de ses lèvres, remplacé par une expression d'horreur indéniable. Elle a tressailli si brusquement qu'elle a failli renverser le verre d'eau devant elle. L'ADN était une preuve qui ne pouvait être niée, une preuve qui ne pouvait être manipulée. Ensuite, a dit Marcus, ne laissant à Mara aucune chance de se reprendre, nous présentons le rapport de l'expert en écriture. Le spécialiste a confirmé que la signature de Caroline M. Callahan sur le testament soumis par Madame Mara Vincent avait été soit falsifiée, soit obtenue sous la contrainte, lorsque Caroline n'était pas dans un état mental stable. Il y a des traits tremblants, irréguliers et un manque de fermeté qui ne correspondent pas à l'écriture de Caroline lorsqu'elle était saine d'esprit. L'avocat de Mara, Maître Hale, s'est immédiatement levé pour objecter, arguant que Caroline avait été gravement malade, incapable d'écrire clairement, et que Mara n'avait agi que selon les souhaits de sa meilleure amie. Ensuite, Madame Lucie a été appelée à la barre des témoins. La femme âgée s'est avancée lentement, son visage marqué par les profondes lignes du temps, pourtant ses yeux inébranlables. Elle a raconté les derniers jours de Caroline, l'arrivée de Mara, les mots que Mara utilisait pour semer le désespoir, et surtout, le dernier souhait de Caroline, si Ethan revient, dis-lui que je ne veux pas perdre mon enfant. Dis-lui que Lily est tout pour moi, et je ne la confierai jamais à Mara. La salle d'audience est devenue silencieuse. Les mots de Madame Lucie ont retenti comme une cloche solennelle, portant le souffle de quelqu'un qui n'était plus parmi les vivants. Puis est venu le témoignage de Ruth Delgado. Les mains tremblantes, elle a décrit les brouillons de testament imparfaits portant la signature hésitante de Caroline, et comment Mara avait pressé Caroline à plusieurs reprises de signer des documents alors qu'elle était fragile. Elle a également révélé que Mara avait falsifié le certificat de décès d'Ethan, transformant Caroline en veuve pour légitimer sa saisie des biens. L'avocat Hale a essayé de contrer, accusant les témoins de calomnie, mais les preuves physiques, les résultats ADN et les témoignages honnêtes des témoins avaient commencé à former un poids indéniable. Enfin, Mara Vincent a été appelée à la barre. Elle a maintenu un sang-froid forcé, réussissant même un léger sourire vers le juge Ellison dans une dernière tentative de sauver sa position. « Votre honneur » a commencé Mara, sa voix toujours douce, mais empreinte d'amertume et de fureur contenue, je n'ai voulu faire que ce qui était juste. Caroline, c'était ma meilleure amie. Elle m'a tout donné parce qu'elle était paniquée, malade, incapable de prendre soin d'elle-même ou de la petite Lily. J'ai pris soin de Caroline quand personne d'autre ne le faisait. J'étais la seule à rester à ses côtés. Elle a fait une pause, ses yeux brillants alors qu'elle les fixait carrément sur Ethan, un défi subtil dans son regard. Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu, monsieur. Je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de reconstruire ma vie sur les ruines quand d'autres avaient déjà abandonné. Ces mots ont provoqué un murmure dans la salle d'audience. Elle essayait de se présenter comme la victime, celle qui était blessée et forcée de lutter seule pour sa survie. Cependant, Marcus Dean avait anticipé cela.
Il a convoqué un expert psychologique qui avait analysé le rapport psychologique falsifié que Mara avait tenté de fabriquer sur Caroline. L'expert a confirmé que le rapport était inexact, ne reflétait pas la véritable condition de Caroline, et montrait clairement des signes de manipulation. Et puis est venu un moment fatidique. Le juge Ellison a regardé Lily Grace, la petite fille assise près de la jambe d'Ethan. « Lily Grace Callahan », a dit le juge, sa voix douce mais portant dans la salle d'audience, « voulez-vous dire quelque chose à la cour ?» Lily a levé la tête, ses grands yeux ronds se sont tournés du juge vers le visage pâle de Mara, puis vers Ethan. Elle a tremblé légèrement, mais avec la main ferme d'Ethan tenant la sienne, elle a rassemblé tout son courage. « Maman me manque. » La voix de Lily était douce, mais a résonné clairement dans le silence de la salle d'audience. « Maman a dit que j'avais un papa. Elle me l'a dit. Je l'ai attendu très, très longtemps. Je ne veux plus qu'on m'envoie ailleurs. Je ne suis pas sa fille. Je suis seulement la fille de mon papa. » Lily a pointé Mara du doigt, puis a serré la main d'Ethan encore plus fort. « Je n'ai pas besoin de bonbons. Je veux juste qu'on m'appelle par mon nom, être avec mon papa, et ne plus être envoyée ailleurs. » Toute la salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Les mots innocents et sincères d'un enfant abandonné ont frappé directement la conscience de toutes les personnes présentes. Les yeux de Lily n'étaient pas seulement une accusation, ils étaient une supplication, une croyance inébranlable en l'amour d'un père. Même le juge Ellison a poussé un léger soupir, son expression s'adoucissant. Mara Vincent est restée figée à la barre, son visage vidé de ses couleurs, son sourire entièrement disparu. Elle voulait crier, objecter, mais aucun mot ne sortait. Les mots de Lily étaient le verdict le plus dur, non pas de la loi, mais de l'enfant même qu'elle avait tenté d'effacer. Le juge Ellison a fait retentir son marteau sèchement, le son résonnant dans la salle. Basé sur les preuves présentées, y compris le certificat de naissance, les résultats du test ADN, la vérification de la signature, les déclarations de témoins, et surtout, le témoignage profondément émouvant de Lily Grace Callahan elle-même, a déclaré le juge, sa voix ferme et résolue. Ce tribunal statue, le testament soumis par Madame Mara Vincent concernant l'héritage de Caroline M. Callahan est par la présente déclaré invalide. La propriété de la ferme et tous les biens de Caroline Callahan sont légalement transférés à son unique héritière, Lily Grace Callahan. De plus, la tutelle légale complète et permanente de Lily Grace Callahan est accordée à son père biologique, Ethan Callahan. Il a fixé son regard sur Mara. Madame Mara Vincent, le tribunal ordonnera une enquête approfondie sur les accusations de falsification de documents, d'abus de confiance et d'abandon d'enfants. Ethan a levé la tête. Les larmes ont monté à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de justice. Il s'est levé, a fait un pas vers Lily. Elle l'a regardé, les yeux scintillants. Lily, a murmuré Ethan, appelant le nom de sa fille pleinement pour la première fois, sans doute ni hésitation. Il l'a serrée dans ses bras, la tenant fort. « Rentrons à la maison, ma chérie. Rentrons à la maison. » L'étreinte d'Ethan était le havre de paix que Lily avait désiré au cours des 5 dernières années. Elle a enfoui son visage dans sa poitrine et a sangloté des larmes de bonheur. Enfin, après tant de jours solitaires, justice avait enfin été rendue. Quelques semaines après le procès historique, alors que les derniers rayons du soleil d'automne s'étiraient sur la vallée de Havenwood, l'ancienne ferme Callahan avait pris un nouveau visage. Ce n'était plus un endroit oublié, délabré, mais un foyer chaleureux rempli du souffle de la vie et de l'espoir. Ethan et Lily ont travaillé côte à côte pour tout restaurer. Il a réparé le toit qui fuyait, renforcé la clôture pourrie, tandis que Lily, avec ses petites mains, l'aidait soigneusement à arracher les mauvaises herbes et à nettoyer les fenêtres. Sous les soins d'Ethan, Lily Grace changeait de jour en jour. Elle ne se recroquevillait plus dans les coins d'une pièce ni ne tressaillait au bruit soudain. La peur qui portait le nom de Mara s'est lentement estompée de son jeune esprit, remplacée par une confiance inébranlable dans la chaleur des bras de son père. Le rire éclatant de Lily était devenu le son le plus familier de la maison, chassant les années de chagrin silencieux. Ethan a patiemment appris à Lily à couper du bois de chauffage, à maintenir la cheminée chaude les nuits fraîches, et à entretenir le petit jardin. Chaque soir, il lui lisait, non seulement des contes de fées,
mais aussi de simples livres sur la science et l'histoire. Lily, autrefois une petite fille qui apprenait des vieux livres de sa défunte mère, était maintenant guidée par Ethan vers un monde de connaissances beaucoup plus vaste. Elle était avide d'apprendre, ses yeux pétillants de curiosité et de la joie de vivre enfin comme une vraie enfant. « Papa, sais-tu ce que maman aimait le plus planter ?» a demandé Lily un après-midi alors qu'il rangeait le jardin arrière. Ethan a souri, son cœur rempli de tendresse en regardant sa fille. « Ta maman aimait planter des pommiers, Lily. Elle disait que les pommiers représentaient la nouvelle vie, l'espoir, et les saisons de fruits sucrés, même après avoir enduré les hivers les plus rigoureux. » Un beau matin, Ethan a décidé que c'était le moment. Il a emmené Lily au petit cimetière de la ville où Caroline reposait. Sa tombe se trouvait sous un érable, déjà d'un rouge éclatant en automne. Ethan portait un bouquet de fleurs sauvages que Lily avait cueillies elle-même, ainsi qu'un jeune pommier en pot. Ils ont déposé le bouquet sur la pierre tombale. Lily Grace a doucement touché les lettres gravées du nom de sa mère. Ses yeux scintillaient, non pas de la tristesse désespérée de ses jours solitaires, mais avec quelque chose de plus doux. « Maman », a murmuré Lily, sa voix claire et pure, « j'ai tenu ma promesse. J'ai trouvé papa. Il est vraiment gentil. Il fait la meilleure bouillie, et il ne me fait jamais peur. Tu me manques tellement, mais je sais que tu serais heureuse que papa soit revenu. » Ethan s'est agenouillé et a serré sa fille dans ses bras. La paix s'est répandue dans son cœur. Il a posé doucement sa main sur la pierre tombale de Caroline. « Mon amour, je suis à la maison. J'ai trouvé Lily. Je la protégerai de ma vie. Justice a été rendue. » Puis, père et fille ont planté le jeune pommier à côté de la tombe de Caroline. Ethan a creusé le trou, Lily a soigneusement placé le jeune arbre à l'intérieur, et ensemble, ils l'ont recouvert de terre et l'ont arrosé. Le jeune arbre tendre et vert se tenait là comme un symbole d'un nouveau départ, de la vie qui continue, de la promesse de douces récoltes à venir. Quand ils sont rentrés à la ferme, Lily Grace a couru directement dans sa chambre. Elle a sorti le tout nouveau journal qu'Ethan lui avait donné, sa première page encore vierge. Tenant son crayon avec soin, elle a commencé à écrire sa toute première entrée dans son propre journal intime, son écriture maladroite mais pleine de sentiments. « Aujourd'hui, papa est vraiment rentré à la maison. Cette ferme est la nôtre. Je n'ai plus peur. J'ai une maison, et j'ai papa. J'aime tellement papa et maman. » La lumière du soleil de fin d'automne filtrait à travers la fenêtre, se répandant sur la page vierge où l'écriture d'un enfant avait trouvé la paix et le bonheur. Ethan Callahan, un soldat brisé revenu du champ de bataille, était devenu un père inébranlable qui a découvert le sens de sa vie en présence de sa petite fille. La ferme à $1, autrefois la source de la perte et du chagrin, était maintenant devenue le point de départ d'un nouveau chapitre, débordant d'amour et d'espoir. Et ce fut le parcours d'Ethan et Lily Grace, une histoire remplie de larmes, mais débordante d'espoir qui a profondément ému nos cœurs. D'une transaction d'$1 pour ce qui semblait être une ferme sans vie, la vie a inopinément ouvert la porte au destin, à la famille et à une lutte acharnée pour la justice. À travers cette histoire, nous avons été témoins d'Ethan Callahan, un soldat revenu avec un cœur endurci, croyant avoir tout perdu et destiné à vivre dans la solitude, découvrant soudain la lumière de sa vie dans le mot « papa », prononcé par un enfant qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Et la petite Lily Grace, la figure centrale qui a si profondément touché nos cœurs, nous a appris la force de la foi, la résilience presque incroyable nécessaire pour faire face à la solitude, à l'abandon et au mensonge. Même lorsqu'elle était traitée avec cruauté, même lorsqu'elle était isolée, la flamme de l'espoir pour un père brûlait encore dans son cœur. C'est une leçon sur le pouvoir de guérison miraculeux de l'amour véritable, et sur la façon dont même le plus petit enfant peut surmonter toutes les épreuves pour trouver le vrai bonheur. La vie de Lily est la preuve vivante que la lumière trouvera toujours son chemin, même à travers l'obscurité la plus profonde. Mais l'histoire est aussi un avertissement qui donne à réfléchir. À travers le personnage de Mara Vincent, la cupidité, l'envie et les cicatrices du passé l'avaient transformée en quelqu'un prêt à piétiner le bonheur d'autrui, à tordre la vérité et à exploiter la confiance. C'est un rappel que le mal ne se révèle pas toujours ouvertement, parfois il se cache sous une façade impeccable et les mots les plus doux.
Les conséquences de la tromperie et du manque de conscience seront finalement exposées et payées cher. Nous devons toujours être attentifs à ce que nous donnons et à ce que nous acceptons, car le poids du mal peut perdurer très longtemps. La plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est la suivante: la vérité a toujours le pouvoir de vaincre l'obscurité, et l'amour sincère, qu'il soit lié par le sang ou par l'humanité, est le phare qui guide les âmes perdues vers la maison. Peu importe le nombre d'épreuves que la vie nous jette, peu importe le nombre de portes qui semblent se refermer, nous devons nous accrocher à notre foi en ce qui est bon et à notre propre force intérieure pour tout surmonter. Après avoir écouté cette histoire profondément émouvante, qu'est-ce qui, chez Ethan, Lily, ou même les rebondissements juridiques, vous a laissé la plus forte impression? Avez-vous déjà été confronté dans votre propre vie à un moment où vous avez dû vous battre pour la vérité, pour votre famille, ou même pour vous-même, et avez-vous en quelque sorte trouvé la force de le surmonter? J'aimerais vraiment entendre vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, car je crois que chacune de nos histoires a de la valeur, et parfois, le simple fait d'être entendu est la plus grande guérison que nos âmes puissent recevoir. Mes chers amis, la vie peut être compliquée, mais n'oublions jamais qu'il y a toujours des choses simples et belles qui nous attendent. Prenez bien soin de vous, et chérissez les êtres chers qui se tiennent à vos côtés.